J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous portez au mieux. Pendant ce temps, la planète, elle, semble s'emballer. Les premières secousses économiques d'un nouveau conflit se font déjà sentir. Une confrontation déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Et comme souvent dans ce genre de situation, ce sont d'abord les marchés de l'énergie qui tremblent. Le pétrole et le gaz, ces deux ressources qui soutiennent une grande partie de l'économie mondiale, voient leurs tarifs grimper à une vitesse spectaculaire. Le baril de brut approche désormais les 80 $, tandis que le gaz connaît une flambée impressionnante, surtout sur les marchés européens. Cette envolée n'est pas arrivée par hasard. Elle est notamment liée aux frappes menées par l'Iran contre des infrastructures énergétiques au Qatar, en particulier celle de la compagnie nationale Qatar Energy, située dans les grandes zones industrielles de Ras Laffan et de Mesaïed. Face à ces attaques, l'entreprise qatari a annoncé dès le 2 mars 2026 une suspension temporaire, dont la durée reste inconnue, de sa production de gaz naturel liquéfié ainsi que de plusieurs produits dérivés. Et les marchés ont réagi presque immédiatement. À peine un jour plus tard, le 3 mars 2026, les prix du gaz sur les places internationales, surtout ceux du GNL, se sont envolés de manière spectaculaire en Europe. Une hausse qui illustre à quel point la géopolitique peut, en quelques heures, bouleverser l'équilibre énergétique mondial. Pour comprendre ce qui se passe en Europe, il faut regarder un indicateur clé, le fameux TTF. Ce marché de référence pour les contrats à terme du gaz sert un peu de thermomètre pour mesurer l'évolution des prix du gaz sur tout le continent européen. Et ce thermomètre, ces derniers jours, s'est littéralement affolé. Depuis la fin du mois de février, juste avant le début des frappes contre l'Iran, autour du 27 à 28 février 2026, les tarifs du gaz ont connu une ascension fulgurante. En l'espace de quelques jours seulement, le prix est passé d'environ 32 € par mégawattheure à près de 59 €. Cette valeur a été observée le mardi 4 mars 2026 et la tendance reste clairement orientée à la hausse. Autrement dit, en moins d'une semaine, la progression atteint environ 84 %. Une envolée spectaculaire. Et le gaz n'est pas le seul à s'agiter. Le pétrole suit la même trajectoire. Le Brent, qui dépassait déjà les 82 $ le baril mardi dernier, s'échange désormais entre 88 et 89 $, frôlant dangereusement la barre symbolique des 90 $. La vraie question maintenant concerne l'Algérie. Comment ce pays, producteur majeur de gaz et de pétrole, peut-il se positionner face à cette nouvelle situation mondiale? Cette flambée des prix représente-t-elle une opportunité économique pour Alger ou, au contraire, un risque de plus dans un contexte déjà fragile? En d'autres termes, l'Algérie saura-t-elle tirer profit de cette inflation énergétique et de cette explosion des prix sur les marchés internationaux ou assistera-t-elle simplement, une fois de plus, au train de l'histoire qui passe sans réussir à y monter? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et d'analyser les opportunités ou les risques pour l'Algérie, prenons un instant pour revenir en arrière. Dans cette première émission, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire étonnante, presque oubliée, que beaucoup de nos compatriotes ne connaissent même pas. Pourtant, aujourd'hui, partout dans les médias internationaux, que ce soit sur Al Jazeera, la BBC, CNN, France 24 ou Al Arabiya, on entend parler en permanence du GNL. Le terme circule dans toutes les analyses économiques et géopolitiques. Mais paradoxalement, dans notre propre pays, une grande partie des Algériens ignorent encore comment fonctionne réellement le marché mondial du gaz. Et c'est assez ironique quand on y pense. Car l'Algérie, qu'on le veuille ou non, fait partie des 10 plus grands producteurs de gaz de la planète. Ce n'est pas un détail. Pourtant, très peu de citoyens savent précisément ce qu'est le gaz naturel liquéfié. Et encore moins savent un fait historique pourtant remarquable. Ce sont les Algériens qui ont ouvert la voie. Oui, c'est bien notre pays qui a été le pionnier dans ce domaine. L'Algérie a été la première nation au monde à mettre au point la technologie du gaz naturel liquéfié et a envoyé la toute première cargaison de GNL à l'étranger. À partir des années 1960 et pendant plusieurs décennies, jusqu'au début des années 1990, l'Algérie occupait la première place mondiale dans ce secteur stratégique. Mais cette avance n'a pas duré éternellement. La tragique décennie noire, avec son lot de violence et d'instabilité, a profondément bouleversé l'économie du pays. Et au début des années 2000, l'Algérie avait déjà perdu son rang de leader.
Aujourd'hui, elle se situe seulement autour de la 8e ou 9e place parmi les exportateurs de GNL. Et c'est là que l'ironie de l'histoire devient amère. Si ce leadership avait été préservé, l'Algérie pourrait aujourd'hui rivaliser en richesse avec le Qatar, les Émirats arabes unis ou d'autres monarchies du Golfe. Ce que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est donc l'histoire d'une réussite industrielle et énergétique extraordinaire. Une réussite dont l'Algérie peut légitimement être fière. Mais c'est aussi le récit d'une occasion historique qui n'a pas été pleinement protégée. Mauvaises décisions, instabilité politique, gestion approximative et manque d'investissement ont peu à peu érodé ce qui aurait pu devenir un véritable trésor national. Commençons simplement, pas à pas. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre de quoi on parle exactement. Le GNL, c'est quoi au juste? Derrière ce sigle un peu technique se cache en réalité du gaz naturel, tout simplement. La seule différence, c'est qu'il subit une transformation spectaculaire. On le refroidit jusqu'à environ moins 160 degrés. À cette température extrêmement basse et sous pression atmosphérique, le gaz change complètement d'état. Il se transforme en liquide. Ce liquide est principalement composé de méthane. Il est transparent, sans odeur, non corrosif et ne présente pas de toxicité particulière. Bref, un liquide assez stable une fois traité. Cette transformation porte un nom bien précis dans l'industrie énergétique, la liquéfaction. Ce procédé permet de condenser le gaz naturel et de réduire son volume de façon spectaculaire, près de 600 fois moins volumineux que dans son état gazeux. Et c'est précisément ce qui rend son transport beaucoup plus pratique. Pas besoin d'entrer dans des explications scientifiques complexes. L'idée essentielle à retenir est simple. En transformant le gaz en liquide, on peut le charger sur d'immenses navires spécialisés appelés méthaniers. Ces géants des mers transportent ensuite le gaz naturel liquéfié sur de longues distances, d'un continent à l'autre. Grâce à cette technologie, il devient possible d'acheminer du gaz partout sur la planète sans dépendre exclusivement des gazoducs terrestres. Autrement dit, le GNL offre une liberté logistique considérable et permet aux pays importateurs de diversifier leurs sources d'approvisionnement énergétique. Pendant longtemps, l'acheminement du gaz reposait presque exclusivement sur un système bien connu, les gazoducs. Ces immenses conduites, parfois enfouies sous terre, parfois installées sous les fonds marins, servaient à transporter le gaz des pays producteurs vers les pays consommateurs. L'Algérie en possède plusieurs exemples emblématiques. Le pipeline Medgaz relie directement les côtes algériennes à l'Espagne. Le gazoduc transméditerranéen traverse la Tunisie avant d'atteindre l'Italie. Quant à l'ancien réseau Maghreb-Europe, il passait par le Maroc pour alimenter également l'Espagne. Voilà comment fonctionnait l'essentiel du commerce du gaz pendant des décennies. Mais avec le gaz naturel liquéfié, les règles changent complètement. Plus besoin de ces gigantesques conduites. Le gaz est d'abord transformé en liquide, un liquide incolore, sans odeur, non toxique et sans effet corrosif. Puis chargé à bord de navires spécialement conçus pour ce transport, les méthaniers. Ces cargos énergétiques sillonnent ensuite les océans pour livrer le gaz liquéfié aux quatre coins du globe. Une fois arrivé à destination, le processus s'inverse. Le liquide est chauffé et redevient du gaz. C'est ce qu'on appelle la regazéification. Après cette transformation, il peut être utilisé exactement comme n'importe quel gaz naturel. On l'emploie dans les industries pour produire de l'électricité, mais aussi dans la vie quotidienne pour se chauffer ou cuisiner. C'est pourquoi les pays producteurs disposent d'installations de liquéfaction, tandis que les pays importateurs possèdent des terminaux capables de reconvertir ce liquide en gaz utilisable. Et voici un fait que beaucoup ignorent encore. Même en Algérie. Cette technologie, qui est aujourd'hui utilisée par de nombreuses nations industrialisées, trouve en réalité son origine en Algérie. Oui, c'est bien notre pays qui a ouvert la voie. L'histoire remonte au 27 septembre 1964. Ce jour-là, près d'Oran, l'Algérie inaugurait une installation industrielle pionnière baptisée Camel, la compagnie algérienne de méthane liquéfié. Ce site existe toujours aujourd'hui, même s'il porte désormais un autre nom, le complexe GL4Z.
À l'époque, Sonatrach n'existait pas encore sous sa forme actuelle, car la nationalisation des hydrocarbures n'avait pas encore eu lieu. Ce projet représentait une première mondiale. Jamais auparavant, un pays n'avait mis en service une unité commerciale destinée à liquéfier le gaz naturel. Cette installation historique fut inaugurée par le président de la République de l'époque, Ahmed Bendella, marquant ainsi l'entrée de l'Algérie dans une aventure industrielle qui allait marquer l'histoire de l'énergie. Avant que ce projet industriel ne voie le jour, la circulation du gaz suivait une seule et unique voie, les gazoducs. Autrement dit, pour transporter cette ressource d'un pays à un autre, il fallait impérativement passer par ces gigantesques conduites que nous avons évoquées plus tôt. À cette époque, personne n'imaginait encore que le gaz puisse traverser les océans autrement. Et pourtant, l'Algérie allait prouver le contraire. Les ingénieurs ont démontré qu'en refroidissant le gaz jusqu'à environ moins 160 degrés, il devenait possible de le transformer en liquide et donc de le transporter par bateau sur de très longues distances. Une idée révolutionnaire pour l'époque. La toute première expédition de gaz naturel liquéfié dans l'histoire est partie d'Algérie. Quelques jours seulement après l'inauguration du complexe d'Arzé en octobre 1964, un méthanier baptisé Methane Princess a quitté le port chargé du premier chargement de GNL algérien. Sa destination, le terminal de Canvey Island, au Royaume-Uni. Le premier client de cette nouvelle industrie énergétique fut donc la Grande-Bretagne. Et ce moment marque un tournant historique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une cargaison de gaz traversait la mer à une échelle industrielle. Cet exploit technologique et industriel a été réalisé par l'Algérie, un fait dont on parle pourtant très rarement dans le pays. Et pourtant, un tel chapitre de notre histoire mériterait largement des documentaires et des films entiers. L'année suivante, en 1965, un nouveau partenaire rejoignait cette aventure énergétique. La France. Des cargaisons de gaz naturel liquéfié algériens ont alors commencé à être expédiées vers le port du Havre, en Normandie, transportées par un autre méthanier célèbre, le Jules Verne. Mais pourquoi l'Algérie a-t-elle été la première à développer et commercialiser cette technologie? La réponse tient à une combinaison d'événements historiques. Tout commence en 1956. Cette année-là, les géologues français découvrent sur le territoire algérien l'un des plus grands gisements de gaz de la planète. Ce gigantesque champ gazier, situé à Assirmel, entre Gardaïa et Laghouat, est aujourd'hui encore l'un des plus importants d'Afrique. Cette découverte colossale a placé l'Algérie au cœur de l'industrie gazière mondiale bien avant l'indépendance. Et c'est précisément cette richesse naturelle qui allait pousser les ingénieurs à imaginer de nouvelles solutions pour exporter cette énergie vers l'Europe et au-delà. Car une question se posait immédiatement. Comment transporter une telle abondance de gaz vers les marchés étrangers? Il fallait inventer une solution. Des équipes d'ingénieurs, notamment français et britanniques, ont alors collaboré pour mettre au point des technologies inédites. Ces innovations ont été testées directement en Algérie. À cette époque, le pays est devenu, en quelque sorte, le terrain d'expérimentation mondiale du gaz naturel liquéfié. Il faut d'ailleurs rappeler un détail souvent oublié. En 1964, Sonatrach n'existait pas encore sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. L'entreprise nationale n'était pas encore au centre du secteur énergétique. À ce moment-là, le projet était porté par une autre société, la Compagnie algérienne de méthane liquéfié, plus connue sous le nom de Camel. Revenons un peu en arrière. Au début des années 1960, bien avant que l'Algérie ne devienne indépendante, les bases de l'industrie du GNL étaient déjà en train de se construire. En 1961, des partenaires français et britanniques ont fondé une entreprise baptisée Compagnie algérienne de méthane liquéfié, plus connue sous le nom de Camel. Cette société était organisée autour d'un capital international partagé. Autrement dit, elle réunissait des intérêts industriels et commerciaux venus à la fois de France et du Royaume-Uni. Le projet reflétait à l'époque une collaboration technologique entre ces deux puissances énergétiques. Après l'indépendance de l'Algérie, une nouvelle étape commence. En 1963, l'État algérien crée Sonatrach, la compagnie nationale chargée de gérer les ressources énergétiques du pays. Très rapidement, Sonatrach entre dans le capital de Camel.
La participation algérienne représente alors environ 20%. À ce moment-là, l'Algérie n'avait ni les moyens financiers ni la capacité politique de nationaliser immédiatement l'ensemble du secteur pétrolier et gazier. Les premières années de l'indépendance étaient encore marquées par de nombreuses contraintes économiques. Les partenaires français et britanniques ont donc accepté que le nouvel État algérien devienne actionnaire du projet. La position d'Alger était claire dès le départ. L'Algérie venait d'obtenir son indépendance et ne souhaitait pas démolir un projet industriel déjà en cours. Mais elle refusait également de rester simple spectatrice. Le message adressé aux partenaires étrangers était assez simple. Ce programme avait été lancé avant l'indépendance, il n'était pas question de l'abandonner. Cependant, un pays souverain ne pouvait pas se contenter d'observer pendant que ses ressources naturelles étaient exploitées par d'autres. L'Algérie voulait participer pleinement à cette aventure, aussi bien sur le plan industriel que scientifique. Elle ne voulait pas être réduite au rôle de fournisseur de matières premières ou de territoire d'expérimentation technologique. C'est pour cette raison que dès la création de Sonatrach en 1963, l'entreprise publique algérienne a acquis environ 1/5 du capital de Camel. Cette participation représentait la première étape de l'entrée de l'Algérie dans la grande industrie du gaz naturel liquéfié. Au départ, la majorité du capital restait toutefois entre les mains d'entreprises françaises. Il s'agissait principalement de sociétés spécialisées dans l'ingénierie et l'industrie pétrolière, qui apportaient leur expertise technologique. Parmi ces acteurs, on retrouvait notamment Technip et Air Liquide, deux groupes français majeurs dans le domaine de la pétrochimie. Du côté britannique, les investissements provenaient d'une société appelée Conch International Methane, qui jouait un rôle central dans le projet. Le Royaume-Uni était en effet un partenaire stratégique, puisqu'il devait recevoir la toute première cargaison de GNL algérien au terminal de Canvey Island. Cette société Conch, soutenue à l'époque par des groupes comme Shell, Continental Oil et Union Stockyards, détenait environ 40% des parts de la compagnie Camel. Son objectif était d'assurer à la fois la logistique maritime et la sécurité des approvisionnements. Au final, la structure du capital reflétait un équilibre international assez clair. Environ 40% pour les intérêts britanniques, 40% pour les partenaires français et 20% pour la jeune Algérie indépendante. Un tournant majeur survient ensuite dans l'histoire énergétique de l'Algérie. Le 24 février 1971, une date que presque tous les Algériens connaissent, l'État prend une décision historique, la nationalisation des hydrocarbures. Concrètement, cela signifie que les actifs détenus par les compagnies étrangères dans l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz passent sous contrôle national. À partir de ce moment-là, Sonatrach devient propriétaire de l'ensemble des ressources gazières du pays, y compris de la société Camel et de ses installations. Cette étape ne freine pas l'élan de l'industrie du GNL algérien. Au contraire, durant plusieurs années, l'Algérie conserve une position dominante sur ce marché naissant. Entre 1964 et le début des années 1970, le pays bénéficie d'une situation presque unique. Pendant près de 8 ans, il est pratiquement le seul exportateur commercial de gaz naturel liquéfié dans le monde. Autrement dit, un véritable monopole mondial. La première fissure dans cette domination apparaît en 1972, lorsque la Libye inaugure à son tour une installation de liquéfaction à Marsa El Brega. Même si la production libyenne reste bien inférieure à celle de l'Algérie, cette initiative marque la fin du monopole absolu. Parallèlement, les États-Unis commencent à mener leurs propres expériences en Alaska dès 1969 pour envoyer du GNL vers le Japon. Mais ces projets restent encore modestes comparés aux capacités algériennes. Malgré l'arrivée de ces nouveaux acteurs, l'Algérie conserve pendant longtemps la première place mondiale en matière de capacité de production. Le pays poursuit même ses investissements. Dans les années 1970, le grand complexe de Skikda est mis en service sous la présidence de Houari Boumedienne. Plus tard, d'autres unités industrielles voient le jour à Arzev, notamment les installations GL1Z et GL2Z, inaugurées au début des années 1980. Ces investissements permettent à l'Algérie de renforcer sa position et de s'imposer comme un acteur majeur du marché mondial du GNL. Le pays ne se contente pas de l'héritage des premières installations. Il développe de nouvelles infrastructures et modernise ses capacités. Mais cette dynamique va malheureusement s'interrompre brutalement. À partir des années 2000, l'Algérie perd progressivement son rang dominant.
La raison principale se trouve dans la terrible décennie noire des années 1990. L'instabilité politique, la violence, les sabotages et la guerre civile plongent le pays dans une crise profonde. Pendant presque 10 ans, les investissements dans le secteur du GNL s'arrêtent pratiquement. Au lieu de moderniser les infrastructures ou de construire de nouvelles unités industrielles, l'État doit consacrer ses ressources à d'autres urgences. La sécurité, la lutte contre les groupes armés et la stabilisation du pays. Les installations existantes continuent de fonctionner, mais avec un entretien minimal. La situation économique n'aide pas non plus. À la fin de cette période, la dette extérieure de l'Algérie dépasse les 30 milliards de dollars. Dans ces conditions, investir massivement dans l'industrie pétrochimique devient presque impossible. Et pendant que l'Algérie traverse cette crise, d'autres pays saisissent l'opportunité. C'est notamment le cas du Qatar. À partir du milieu des années 1990, l'Émirat commence à exploiter le gigantesque champ gazier du North Field, considéré à l'époque comme la plus grande réserve de gaz naturel au monde. Une nouvelle puissance du GNL est alors en train de naître. À partir du milieu des années 1990, un nouvel acteur entre en scène avec une stratégie redoutablement efficace. Le Qatar. Soutenu par des investissements américains massifs, l'Émirat décide de reproduire et même de dépasser ce que les Européens avaient autrefois réussi en Algérie. Les ingénieurs et les multinationales énergétiques construisent alors d'immenses complexes de liquéfaction du gaz, bien plus modernes et plus performants que les installations algériennes héritées des décennies précédentes. Le résultat ne tarde pas à apparaître. Dès le début des années 2000, le Qatar dépasse l'Algérie et s'impose comme l'un des géants du marché mondial du GNL. Aujourd'hui, l'écart est spectaculaire. L'Émirat produit plus de 77 millions de tonnes de GNL par an. L'Algérie, elle, exporte à peine entre 10 et 11 millions de tonnes, même si sa capacité totale tourne autour de 23 à 24 millions de tonnes. Autrement dit, le Qatar exporte environ 7 fois plus que l'Algérie et possède une capacité industrielle presque 5 fois supérieure. Pendant ce temps, d'autres pays ont compris l'intérêt stratégique de cette industrie. L'Australie, le Nigeria ou encore la Malaisie ont eux aussi investi massivement dans le gaz naturel liquéfié. De plus en plus de nations ont réalisé que cette ressource offrait un avantage majeur. Elle est non seulement plus simple à transporter à travers le monde, mais elle se vend également à un prix souvent plus élevé que le gaz transporté par pipeline. Pourquoi cette différence de valeur? La réponse tient au mode de commercialisation. Lorsque le gaz est acheminé par gazoduc, son prix est généralement fixé dans le cadre de contrats à long terme. Ces accords peuvent durer 10, 15 ou même 20 ans. Les tarifs y sont souvent relativement stables et ne changent que dans des circonstances exceptionnelles, après des négociations officielles entre les producteurs et les acheteurs. Le GNL fonctionne selon une logique totalement différente. Une grande partie de ce commerce se fait sur le marché spot, c'est-à-dire au prix du moment, influencé par l'offre et la demande, un peu comme sur une place boursière. Certes, produire du gaz liquéfié coûte plus cher. Il faut des installations de liquéfaction, des terminaux spécialisés et surtout une flotte de méthaniers pour le transport maritime. Mais en contrepartie, cette flexibilité permet d'acheminer l'énergie vers presque n'importe quel marché, ce qui explique pourquoi le GNL se vend souvent à un prix supérieur au gaz livré par pipeline. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les gazoducs ne couvrent pas la planète entière. Construire ces gigantesques infrastructures est une opération extrêmement complexe. Il faut des accords politiques entre plusieurs pays, des investissements financiers colossaux, un environnement sécuritaire stable et un savoir-faire technologique très pointu. Et lorsqu'il s'agit d'installer ces conduites sous les mers ou les océans, la facture devient encore plus vertigineuse. Certes, une fois en place, un gazoduc peut fonctionner pendant des décennies et être rentable sur le long terme. Mais sa construction exige un effort financier et technique considérable. Le GNL offre une logique complètement différente. Avec des méthaniers, il suffit de disposer d'une flotte de navires pour transporter le gaz liquéfié vers n'importe quelle part du monde. C'est exactement la stratégie adoptée par des pays comme le Qatar, l'Australie ou encore les États-Unis.
Grâce à ces navires spécialisés, ils peuvent livrer leur énergie aux quatre coins de la planète sans avoir à construire des milliers de kilomètres de conduites sous-marines. Car installer un pipeline au fond de la mer implique des travaux gigantesques. Creuser, poser les infrastructures sous les fonds marins et gérer des coûts logistiques énormes. Face à ces contraintes, beaucoup de pays ont finalement choisi une autre voie, celle du gaz naturel liquéfié. Pendant que plusieurs puissances énergétiques se lançaient dans cette nouvelle révolution industrielle, l'Algérie traversait une période extrêmement difficile. Au moment où le Qatar, l'Australie ou les États-Unis investissaient des milliards pour maîtriser pleinement la technologie du GNL, l'Algérie était plongée dans les turbulences de la décennie noire. Le pays est certes resté un acteur majeur à l'échelle méditerranéenne et africaine, mais à l'échelle mondiale, l'écart avec les nouvelles grandes puissances du gaz s'est creusé de manière spectaculaire. L'une des raisons principales tient au gel des investissements étrangers durant ces années de crise. Or, l'industrie du GNL exige des capitaux immenses et continus. Les installations doivent être modernisées, entretenues et régulièrement améliorées. Sans ces investissements, les infrastructures vieillissent rapidement. C'est exactement ce qui s'est produit. De nombreuses unités industrielles construites dans les décennies précédentes ont commencé à montrer des signes de fatigue. Les pannes techniques se sont multipliées. La maintenance devenait de plus en plus coûteuse et la production a fini par en souffrir. Avec le recul, beaucoup d'analystes parlent aujourd'hui d'une occasion historique manquée, celle des années 1990. Pour l'économie algérienne, cette période reste l'un des moments les plus douloureux de son histoire industrielle. Pendant que l'Algérie devait concentrer toute son énergie sur la gestion de ses crises internes et la sécurité du pays, d'autres nations avançaient à toute vitesse. Le Qatar, par exemple, lançait ses gigantesques programmes industriels autour du gaz naturel liquéfié, soutenus par d'importants partenaires américains. Mais ce n'est pas tout. La décennie noire a également provoqué un phénomène lourd de conséquences. L'exode des compétences. De nombreux ingénieurs et spécialistes algériens, formés dans les secteurs pétroliers et gaziers, ont quitté le pays. Et il ne s'agissait pas de simples techniciens, mais souvent de véritables experts dans le domaine du GNL. Ironie de l'histoire, ces ingénieurs faisaient partie des pionniers mondiaux dans cette technologie, puisque l'Algérie avait été l'un des premiers pays à développer l'industrie du gaz liquéfié. Pourtant, faute de perspective et à cause de l'instabilité, beaucoup d'entre eux ont choisi de poursuivre leur carrière ailleurs. On retrouve ainsi des spécialistes algériens au Qatar, aux États-Unis ou encore dans les grandes zones énergétiques du monde. Plusieurs ont été recrutés par des compagnies du Golfe, d'autres ont rejoint les plateformes de la mer du Nord ou encore les entreprises énergétiques du Texas. Beaucoup de ces cadres hautement qualifiés avaient été formés à l'Institut algérien du pétrole de Boumerdès. Leur départ a créé un déficit de compétences considérable pour l'industrie énergétique nationale. Il faut reconnaître un point important. Malgré les années de violence et d'instabilité, les infrastructures pétrolières et gazières du pays n'ont pas été détruites. Les installations industrielles ont globalement été préservées et il n'y a pas eu d'attaque catastrophique capable de paralyser complètement la production. Mais le véritable problème se situait ailleurs. L'absence d'investissement, le manque de modernisation et la quasi-disparition des capitaux étrangers ont progressivement fragilisé l'ensemble du secteur. Les unités industrielles vieillissaient, la maintenance devenait insuffisante et les infrastructures perdaient en performance. Les conséquences sont aujourd'hui visibles dans les chiffres. L'Algérie ne figure plus parmi les leaders mondiaux du GNL. Elle se situe désormais autour de la 8e ou 9e place dans le classement des exportateurs. Le marché mondial est aujourd'hui dominé par d'autres puissances. Depuis 2023 à 2024, les États-Unis occupent la première position avec environ 85,4 millions de tonnes exportées chaque année, soit entre 21 et 25% du commerce mondial de GNL. Derrière eux, la deuxième place est disputée entre le Qatar et l'Australie. L'Australie exporte près de 79 à 80 millions de tonnes, tandis que le Qatar se situe dans une fourchette similaire, représentant environ 19% du marché mondial. La Russie arrive ensuite avec environ 33,5 millions de tonnes, ce qui correspond à près de 8 à 9% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Et pendant que l'Algérie ralentissait, d'autres pays ont avancé à grands pas. La Malaisie, par exemple, s'est imposée dans le secteur du GNL grâce à des investissements récents, des infrastructures modernes et une gestion particulièrement efficace.
Résultat, elle nous a largement dépassés. L'Indonésie aussi a pris de l'avance. Aujourd'hui, ce pays figure parmi les grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, avec une production qui dépasse les 24 millions de tonnes et qui, certaines années, s'approche même des 27 ou 28 millions de tonnes. Là encore, l'Algérie a été dépassée. Même le Nigeria, malgré ses difficultés internes et son instabilité politique, a réussi à progresser rapidement dans ce domaine. Il faut dire que ce pays possède les plus grandes réserves de gaz naturel du continent africain. Grâce à cela, il a développé une industrie du GNL très dynamique et exporte aujourd'hui environ 13 à 14 millions de tonnes par an. Et puis vient l'Algérie. Aujourd'hui, notre pays se situe autour de la 8e place mondiale, avec des exportations oscillant entre 11 et 12 millions de tonnes, soit moins de 3% du marché mondial. Et même cette position n'est pas totalement sécurisée. Juste derrière nous se trouve le sultanat d'Oman, qui représente déjà environ 2,8% du marché, avec près de 11,5 millions de tonnes exportées. Si rien ne change rapidement, Oman pourrait très bientôt dépasser l'Algérie. Et la concurrence ne s'arrête pas là. D'autres pays commencent à émerger sur ce marché. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, Trinité et Tobago ou encore les Émirats arabes unis, qui exportent déjà plus de 6 millions de tonnes de GNL. Aujourd'hui, de nombreux producteurs rattrapent progressivement l'Algérie. Une situation assez ironique quand on se souvient qu'il y a quelques décennies à peine, notre pays dominait totalement ces secteurs. Dans les années 1960 et 1970, l'Algérie détenait quasiment un monopole mondial sur le gaz naturel liquéfié. Le contraste avec la situation actuelle est frappant. Jusqu'à la fin des années 1980, l'Algérie occupait encore le sommet de la hiérarchie mondiale dans le domaine du GNL. Mais l'histoire a brutalement changé de direction. La décennie noire a frappé le pays avec une violence extrême. Ce conflit interne n'a pas seulement coûté des vies, il a profondément fragilisé l'économie et ralenti le développement industriel du pays. Les conséquences de cette période sombre continuent encore aujourd'hui de peser lourdement sur l'économie algérienne. Au cours des années 2000, les investissements dans le secteur du GNL sont restés relativement limités. L'Algérie a tenté de réparer ce qui pouvait l'être, mais ses priorités étaient ailleurs. Il faut rappeler un élément important. Le pays sortait d'une période d'endettement lourd. Dès le début des années 2000, Alger s'est engagé dans un processus massif de remboursement de sa dette extérieure. Entre 2000 et 2006 ou 2007, une grande partie de ses obligations financières a été réglée. Dans ce contexte, les autorités ont choisi une stratégie jugée plus sûre. Privilégier les exportations via gazoduc. Ce modèle repose sur des contrats à long terme qui garantissent des revenus stables. Pour un pays qui avait besoin de devises rapidement, cette solution offrait une certaine sécurité financière. Elle permettait de vendre le gaz avec une visibilité sur les prix et sur les volumes pendant plusieurs années. Vers 2010, l'Algérie commence à envisager un renouveau dans le secteur énergétique. Mais cette tentative est rapidement freinée par une série de scandales retentissants dans l'industrie pétrolière. Les affaires connues sous les noms de Sonatrach 1 et Sonatrach 2, accompagnées d'enquêtes judiciaires, de démissions et d'arrestations, secouent profondément le secteur. À cela s'ajoute un autre choc, la chute brutale des prix du pétrole et du gaz en 2014. Ce retournement du marché mondial fragilise encore davantage la capacité d'investissement du pays. Dans ces conditions, les décideurs ont estimé que le moment n'était pas idéal pour lancer de grands projets dans le GNL. La conjoncture internationale semblait incertaine. Résultat, plusieurs années précieuses ont été perdues. Des choix discutables se sont accumulés. Même plus récemment, entre 2020 et 2022, les difficultés techniques se sont multipliées dans les installations de liquéfaction. Des incidents et des arrêts imprévus ont affecté plusieurs complexes industriels, un sujet qui a d'ailleurs été largement évoqué dans de nombreuses analyses et émissions consacrées à l'énergie. Face à ces problèmes, l'Algérie a dû consacrer des sommes importantes à l'entretien et à la réparation de ses infrastructures existantes. Mais, faute de nouvelles installations modernes, le pays s'est souvent contenté de prolonger la durée de vie de ses équipements anciens. Pendant ce temps, d'autres nations poursuivaient leur expansion dans un contexte économique et politique plus stable. Et c'est précisément cette stabilité qui leur a permis d'investir davantage, de moderniser leurs capacités et finalement, de dépasser l'Algérie sur le marché mondial du GNL.
Pendant que certains pays prenaient des décisions stratégiques et mettaient en place des programmes d'investissement bien pensés à court et moyen terme, les résultats n'ont pas tardé à apparaître. Aujourd'hui, des nations comme le Nigeria, l'Indonésie ou encore la Malaisie ont réussi à dépasser l'Algérie dans l'industrie du gaz naturel liquéfié. Pendant ce temps, les trois géants qui dominent clairement le secteur restent les mêmes: les États-Unis, le Qatar et l'Australie, véritables piliers du marché mondial du GNL. Il faut bien comprendre une chose: le GNL est une source de revenus colossale. En Algérie, ce secteur génère déjà entre 7 et 8 milliards de dollars par an. Mais ce chiffre pourrait être bien plus impressionnant. Si le pays figurait encore parmi les 3 plus grands producteurs et exportateurs mondiaux, les revenus tirés du GNL pourraient dépasser 30 milliards de dollars chaque année. Imaginez un instant ce que cela représenterait. Si l'Algérie avait conservé sa position dominante sur ce marché, les recettes annuelles liées au gaz naturel liquéfié pourraient atteindre 30 à 35 milliards de dollars. Et cela uniquement pour le GNL, sans même prendre en compte les revenus provenant du pétrole ou du gaz exportés via les gazoducs. Malheureusement, ce savoir-faire que nous avions autrefois développé s'est progressivement érodé. Le pays a reculé, tandis que d'autres nations ont accéléré leur progression. Et comme souvent dans l'économie mondiale, la perte d'influence d'un acteur ouvre des opportunités pour les autres. Ce qui fut autrefois une formidable réussite industrielle en Algérie est aujourd'hui devenu une leçon à méditer. Pour autant, tout n'est pas perdu. Certes, les réserves de gaz diminuent et il sera sans doute difficile de rivaliser directement avec des puissances comme les États-Unis, l'Australie ou le Qatar. Mais avec une stratégie industrielle plus ambitieuse et une gestion plus efficace, l'Algérie pourrait encore retrouver une place importante et viser au minimum le top 5 mondial des producteurs de GNL. Reste alors une question essentielle: comment y parvenir? Quelles décisions faudrait-il prendre pour atteindre cet objectif? C'est précisément ce que nous allons analyser ensemble. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine émission pour décrypter en détail les pistes possibles.